Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous du cycle Féminisme et Santé. Ce soir, on accueille Claire Tanté et Ornella Mileli pour nous parler des prises en charge féministes des violences sexuelles et sexistes à l'hôpital. Moi, je suis Sarah Mehmet Machado, référente droit et santé sexuelle et reproductif à Equipop, et je vais animer cette rencontre depuis Dakar. Alors, c'est difficile pour moi de démarrer ce rendez-vous sans vous dire deux mots sur le contexte politique des dernières semaines et plus particulièrement sur les résultats des élections en France. Alors évidemment, on se réjouit de ce sursaut démocratique, du barrage qui a été fait au Rassemblement national. Comme vous avez pu le voir hier, l'Alliance des gauches, le nouveau Front populaire, est arrivé en première place de ces élections législatives françaises à l'issue du second tour, contre toute attente. Et ça, évidemment, c'est un immense soulagement pour nous. Ces résultats, c'est vraiment le fruit de la mobilisation intense de la société civile française ces dernières semaines. Et ça nous prouve vraiment le rôle fondamental de l'activisme dans la défense des droits humains. Mais évidemment, on a aussi vraiment conscience du score important du Rassemblement national et de la montée de l'extrême droite en France et dans le monde. Et on sait que dans de nombreuses régions du monde, les droits des femmes ont été attaqués, parfois même supprimés par des gouvernements d'extrême droite, que ce soit en France il y a quelque temps ou en Europe, pour des projets politiques vraiment mortifères. On connaît ces effets dramatiques de l'extrême droite sur les droits des femmes. Ils ont été décrits. Certaines d'entre nous les ont parfois vécus. Et l'agenda raciste et sexiste du Rassemblement national ne fait vraiment aucun doute. Ce programme, il est construit sur la base d'une hiérarchisation des citoyens et des citoyennes et une vision patriarcale de la société. Cette mise en projet, elle est dramatique pour les femmes et pour les migrantes en particulier, dont on va parler aujourd'hui, mais plus largement pour toute la société française. Et cette situation, elle vient renforcer le durcissement du backlash contre les droits des femmes et contre les principes même de démocratie et d'égalité qui fondent nos sociétés. Donc ces résultats, ils nous invitent à poursuivre le barrage face à l'extrême droite en France et ailleurs dans le monde et à renforcer les solidarités à l'échelle mondiale. Dans ce contexte, ça nous semble plus important que jamais de développer des espaces d'échange où on peut promouvoir des alternatives innovantes et penser collectivement d'autres imaginaires. Et justement, pour nous, ce cycle Féminisme et santé, il répond à sa façon à ce besoin. Alors peut-être un petit rappel pour les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est ce cycle Féminisme et santé, même si je ne suis pas certaine qu'il y en ait encore beaucoup parmi nous. Mais on peut quand même rappeler que ce cycle, il cherche à explorer dans différents espaces géographiques et disciplinaires les apports féministes en matière de santé et plus largement de discuter les implications de ces apports en termes pratiques et politiques. Ce cycle, c'est pour nous l'occasion de nombreuses collaborations, déjà bien sûr avec les personnes qui acceptent de partager avec nous leur savoir et leur vision de comment ces enjeux féminisme et santé interagissent. C'est aussi l'occasion pour nous de collaborer avec toutes les personnes qui nous suivent et qui suivent ce cycle depuis novembre 2019, donc ça fait maintenant plusieurs années, lors des différents rendez-vous et qui viennent de nombreux pays pour alimenter cette discussion qu'on peut qualifier de pluriverselle. Alors, un petit point logistique. Pour votre information, cet événement, il est enregistré. Je crois que toutes et tous avez donné votre accord au moment du lancement. Et pour assurer le bon déroulement des échanges, on vous remercie de garder vos micros fermés. Alors aujourd'hui, on a deux intervenantes qui nous parlent depuis la France, mais le public d'aujourd'hui suit les échanges depuis près de 25 pays différents, ce qui est une grande première pour nous. Du Maroc au Canada, en passant par le Niger, le Cameroun ou encore la Côte d'Ivoire. Les apports de toutes et tous sont bien sûr très précieux pour cette discussion. N'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour partager vos expériences respectives ou poser des questions et on tentera d'apporter des réponses à ces questions en seconde partie de rencontre.
Je voulais vous dire également que tous ces échanges, tous les échanges d'aujourd'hui feront l'objet d'une publication sous la forme d'un 4 pages qui est disponible sur le site d'Equipop, enfin qui sera disponible, pardon, sur le site d'Equipop, mais dès à présent, vous pouvez retrouver tous les 4 pages des échanges passés. Alors justement, en parlant de ces discussions précédentes, on a pu, entre autres, échanger sur les disparités de prise en charge selon le genre en matière de santé, ou encore sur la manière dont les représentations médicales du corps des femmes conditionnent la prise en charge de leur vie sexuelle et reproductive. En novembre dernier, on a notamment interrogé de quelle façon les futurs professionnels de santé peuvent devenir des alliés solides dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Cette conversation, elle a permis d'identifier les biais sexistes et adopter une perspective critique des savoirs et des pratiques des futurs professionnels de santé. Cet échange, il a aussi mis en perspective la nécessité d'action pour accompagner ces victimes et celle de se mobiliser collectivement pour tenter de changer le système. Donc, ce qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est de mettre ces enjeux qui ont été traités en novembre dernier en résonance avec le rendez-vous d'aujourd'hui, puisqu'il porte sur les approches féministes et ses apports dans la prise en charge des violences sexuelles et sexistes en contexte migratoire, à travers l'exemple des dispositifs parcours des hôpitaux Bichat et Avicenne. Voilà, donc cette petite intro est faite. Les consignes ont été transmises. Donc maintenant, je peux accueillir très officiellement Claire Tantet et Ornella Militri. Bonjour à toutes les deux déjà. Bonjour. Bonjour. Bonjour J'espère Alexandre. que vous allez bien. J'avais eu la chance de vous rencontrer à la conférence africaine francophone sur le VIH en avril dernier à Yaoundé et voilà, de vous entendre sur vos différents parcours et le dispositif dont on va discuter aujourd'hui. Alors, pour vous présenter vraiment très rapidement en quelques mots, Claire Tanté donc, est médecin infectiologue, responsable du dispositif Parcours au service de maladies infectieuses de l'hôpital Bichat à Paris et de l'hôpital Avicenne à Bobigny. Voilà, j'espère que c'est bien ça. Tout à Et, fait. et Ornella Millegri est psychologue clinicienne spécialisée en psychotraumatisme, situation de violence et psychologie transculturelle et travaille entre autres au sein de ces dispositifs. Est-ce que c'est bien ça, Ornella? C'est bien. Super. Alors, bien sûr, n'hésitez pas hein, au moment de notre échange voilà, à préciser un peu ces parcours et ces différents éléments. Alors maintenant, pour rentrer vraiment au cœur de notre sujet, je voulais revenir rapidement sur quelques données, et notamment des données du Comité pour la santé des exilés, le COMED. Alors je crois que les différentes études qui seront évoquées seront partagées dans le chat pour celles et ceux que ça intéresse. Et donc le COMED a montré que chez les personnes migrantes, 30% des femmes et 4% des hommes présentent des antécédents de violences sexuelles et sexistes qui peuvent survenir dans le pays d'origine ou lors du parcours migratoire ou encore en France. Et toujours selon cette étude, près de 60% des femmes qui ont subi des violences souffrent de troubles psychiques graves, contre 11% des migrantes sans antécédents de violences sexuelles et sexistes. Donc on le voit bien, c'est juste deux données hein, et qui sont probablement en plus sous-estimées, mais les chiffres sont quand même alarmants. Pourtant, les dispositifs qui proposent des accompagnements spécifiques de ces personnes en contexte migratoire qui ont subi des violences sexuelles et sexistes sont vraiment très rares. Si je ne me trompe pas, bah, c'est le cas justement des dispositifs parcours des hôpitaux de Bichat et d'Avicenne. Donc, comme première série de questions, je voulais vous demander si vous pourriez revenir en quelques mots sur l'origine de ce dispositif parcours, quel est le processus et puis les étapes qui vous ont mené à la structure d'accueil telle qu'elle est aujourd'hui. Et puis un petit peu dans le même ordre d'idée, en quoi ce dispositif permet de répondre dans sa prise en charge au continuum des violences qui sont vécues par ces femmes. Voilà. Ouais, bah, merci pour la question.
Le dispositif Parcours, il est né à l'hôpital Bichat, dans le service de maladies infectieuses, où il nous a semblé hyper important de proposer une consultation. À la base, c'était autour de la question de l'excision. On suivait beaucoup de femmes infectées par le VIH ou l'hépatite B dans le service d'infectieux, ou des femmes qui venaient consulter dans les centres de dépistage en consultation des voyages. Et personne, en fait, dans le service ne leur posait la question des mutilations génitales féminines. Donc, on a commencé à Bichat à mettre en place cette consultation. Au début, c'était une consultation uniquement médicale, avec une secrétaire qui s'est beaucoup mobilisée pour cette consultation, pour la faire vivre et pour faire venir les patientes à l'hôpital. Au début, on a reçu que des patientes qui avaient une problématique infectieuse aussi. Et puis, petit à petit, on a reçu des patientes adressées par des associations, adressées par d'autres services hospitaliers, qui nous parlaient de l'excision, mais qui nous parlaient aussi des autres violences basées sur le genre qu'elles avaient vécues. Donc, l'excision, c'était vraiment un moyen de se rencontrer en consultation, mais ce n'était pas toujours finalement la problématique au premier plan. Donc, c'était des femmes qui étaient arrivées depuis peu de temps en France, qui avaient quitté leur pays par rapport à l'excision ou parce qu'il y avait un risque d'excision pour leur fille, qui avaient vécu un mariage forcé, qui avaient entrepris le parcours migratoire, euh, très souvent seules, et qui, sur la route, avaient vécu des viols. Et à l'arrivée en France, elles se retrouvaient dans une situation de précarité qui les exposait à vivre d'autres violences, que ce soit dans les rapports sexuels en échange d'hébergement, le travail du sexe ou des viols du fait qu'elles soient à la rue. Donc à la fois, on a été quasiment tout de suite confrontés à tous ces types de violences-là et pas seulement celui de l'excision. Et puis aussi aux autres besoins qui n'étaient pas directement liés à l'excision, mais qui étaient plutôt des besoins de l'ordre social, de l'ordre juridique. Beaucoup de demandes liées à leurs conditions de vie en France, sur lesquelles ça n'avait pas de sens de faire l'impasse. Euh, pour donner un exemple caricatural, ce serait vraiment très peu cohérent d'aller proposer une plastique clitoridienne chez une femme excisée alors qu'elle vit à la rue, qu'elle n'a pas régularisé sa situation, qu'elle a un syndrome de stress post-traumatique majeur, ça n'avait pas de sens de faire ça. Et donc, l'équipe s'est un petit peu étoffée à Bichat, mais elle s'est surtout beaucoup étoffée à l'hôpital Avicenne, où on a mis en place la deuxième antenne du dispositif. Ça, c'était en 2019, 2018, pardon. Et dans cet hôpital à Avicenne, c'est un hôpital qui est à l'est de Paris, qui reçoit beaucoup de personnes d'origine étrangère et qui avait déjà cette culture du soin holistique. Donc quand on a proposé de créer un dispositif avec des psychologues, des sexologues, mais aussi des assistantes sociales, il y avait déjà le terreau de cette vision-là de la médecine qui a été favorable à l'installation du parcours, toujours en service d'infection. Et en parallèle, on a eu la chance de travailler aux côtés de Denis Mukwege, qui est un médecin chirurgien gynéco-obstétricien, originaire de République démocratique du Congo, qui a créé un hôpital qui s'appelle l'hôpital Panzi, qui se trouve dans la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, à la frontière avec le Rwanda et le Burundi. Et au sein de cet hôpital, il a proposé un service qui réparait chirurgicalement les femmes qui avaient vécu des violences sexuelles. Donc là, il ne s'agissait pas d'excision, il s'agissait de violences sexuelles dans le cadre de viols de guerre et de conflits. Il a mis au point avec son équipe et en partenariat avec des équipes belges, notamment des réparations chirurgicales de femmes qui avaient vécu des traumatismes au niveau des organes génitaux. Et il a pensé ce soin holistique en proposant un accompagnement psychologique, un accompagnement pour la réintégration socio-communautaire, un accompagnement juridique avec la création d'une clinique juridique. Donc nous, on a créé un partenariat avec lui au même moment, en 2018, et on a pu partir là-bas pour s'inspirer de ce que l'équipe de Pandy avait mis en place et ramener ces idées-là en France pour créer le dispositif avec
notre contexte local à nous et nos moyens à nous. C'est comme ça qu'est né le dispositif. Euh, Denis Mukwege a obtenu le prix Nobel en 2018. Il est venu nous rendre visite à l'hôpital Avicenne en 2019. Et c'est pas rien de recevoir un prix Nobel de la paix dans un hôpital. Donc ça a été très soutenant pour notre structure. Ça a intéressé du coup la direction générale de nos hôpitaux, les hôpitaux de l'AP-HP, comme on dit, qui sont les hôpitaux de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, qui est venu. Et petit à petit, on a pu créer le dispositif avec le soutien de l'administration de l'hôpital. Autre chose à rajouter Bah, pour sur rebondir un peu à ce que tu disais et sur faire le lien avec ta question sur le continuum des violences, c'est ce que je trouve intéressant dans l'historique de ce dispositif, c'est que on est parti d'une question qui est venue de la clinique, en fait, qui est venue du terrain des femmes qui étaient suivies initialement en maladie infectieuse parce qu'il y avait la question du VIH et en fait l'excision était là, donc c'est une question qui est venue d'elle. Euh, et que je pense que toi, tu as eu un intérêt aussi intellectuel et scientifique peut-être à aller interroger, quoi. Mais que bien au-delà de ça, bah, en fait, la réalité, elle était beaucoup plus vaste, quoi. Et je trouve ce qui est intéressant dans l'historique de ces deux dispositifs, c'est qu'on part de la question des mutilations génitales, mais qu'en fait, on se rend compte que, évidemment, elles subissent plein d'autres formes de violences qui sont des violences sexuelles, des violences psychologiques, des violences économiques, des violences administratives, et que l'arrivée en France, par ailleurs, peut aussi générer des nouvelles violences, quoi. Donc avec, nous, on le voit beaucoup en ce moment avec les femmes qu'on accompagne, bah, le risque plutôt, la vulnérabilité à des nouvelles formes de violences ici, que ce soit des violences conjugales ou des violences administratives, enfin toute la violence de ce que c'est d'être en exil sur une terre dont on n'a pas forcément les codes, quoi. Euh, donc, je rebondis à ça parce que c'est vrai que dans l'historique, on a encore ces orientations autour des mutilations et très souvent, on décale un peu cette question parce qu'il se passe plein d'autres choses, notamment autour de la sexualité, mais aussi de la vie quotidienne ou d'autres traumatismes qui sont parfois beaucoup plus aigus, beaucoup plus présents, avant même que de parler des mutilations ou en parallèle d'eux. Euh, Là, c'est vraiment sur le plan clinique et après sur le plan social et administratif, il y a toute la question d'être stabilisé sur le territoire, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des papiers ou au moins une perspective de régularisation, quelle qu'elle soit. Parfois, c'est le début possible aussi d'une forme de sécurité, quoi. Donc, c'est des questions qui nous animent beaucoup aussi dans l'équipe, évidemment. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Donc aujourd'hui, peut-être dire que dans l'équipe sur Avicenne, on a vraiment une équipe dédiée à ça. C'est-à-dire qu'au début, les professionnels qui participaient au dispositif participaient en plus de leur travail qui était à la base en maladie infectieuse. Donc les psychologues, bah, Ornella était psychologue en maladie infectieuse, donc elle suivait tous les patients de maladie infectieuse et elle dédiait du temps au dispositif. Et ça a été un vrai tournant pour notre équipe quand on a eu des professionnels qui ont été dédiés uniquement à la question du dispositif, parce que ça nous a permis de fonctionner aussi autrement entre nous, on en parlera un petit peu après, mais de vraiment se spécialiser sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on accueille des femmes, les critères d'admission chez nous, c'est que ce soit des femmes exilées qui sont en France depuis moins de 3 ans, qui ont vécu des violences sexuelles qui sont en lien avec leur parcours migratoire, donc soit dans le pays d'origine, soit sur la route, soit à l'arrivée en France, et qui sont en situation de précarité, qui n'ont rencontré personne dans le champ de la santé, personne dans le champ du droit. Donc, c'est principalement des femmes en demande d'asile, originaires d'Afrique de l'Ouest, majoritairement de Côte d'Ivoire, mais pas que. Il y a aussi des patientes qui viennent d'autres continents, de l'Asie, d'Amérique du Sud, même si c'est mineur, qui sont à la rue ou hébergées chez des compatriotes ou dans les hébergements sociaux qu'on appelle en Île-de-France le 115, le SAMU social, et qui pour la plupart, n'ont jamais recours aux soins en dehors des services d'urgence. C'est-à-dire qu'il y a une crainte d'aller consulter parce qu'elles n'ont pas de papier, parce qu'elles n'ont pas de titre de transport.
Donc, elles vont consulter vraiment au dernier moment quand elles n'ont pas le choix, et c'est dans les services d'urgence. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher ces femmes-là qui sont très loin du soin pour les insérer dans le soin. Donc, une fois qu'elles arrivent dans le dispositif, elles sont adressées en général soit par des femmes entre elles. Ça, c'est vraiment super pour nous parce que c'est tout à fait la patientèle qu'on souhaite toucher, quoi. Le bouche à oreille, c'est vraiment précieux. Et elles peuvent être adressées aussi par les centres de santé sexuelle, les centres d'interruption volontaire de grossesse, les maternités. Les consultations qu'on appelle les consultations PASS, c'est la permanence d'accès aux soins. C'est une consultation dédiée aux personnes qui n'ont aucun statut légal sur le territoire. Et elles sont insérées dans le dispositif à partir de ce moment-là. Donc, le soin, ah non, l'équipe, je voulais dire, pardon. Dans l'équipe, donc aujourd'hui, il y a Ornella qui est psychologue à temps plein. On a une secrétaire qui est là aussi à temps plein. Il y a deux médiatrices en santé qui sont chacune là à mi-temps. Depuis 2 ans, on a une juriste. Et ça, on reviendra peut-être dessus, mais ça a vraiment changé notre vie d'avoir une juriste avec nous. Il y a une sage-femme qui n'est pas là tout le temps, mais qui est là de temps en temps. Il y a une chargée de mission qui s'occupe de tout ce qui est atelier collectif, mais aussi les recherches de fonds pour faire vivre le dispositif. Et au niveau médical, moi je suis médecin à temps plein et il y a aussi des médecins de maladies infectieuses qui participent, mais qui ne sont pas dédiés spécifiquement à ce dispositif. J'ai oublié personne. Non. Ce qu'on peut dire sur l'accompagnement, c'est que c'est à la fois un accompagnement individuel, donc avec ce qu'on peut entendre habituellement, avec un suivi médical, un suivi psychologique, un suivi juridique, etc. On aura le temps peut-être de plus le détailler si c'est des questions qui vous intéressent. Mais il y a aussi toute la partie collective, auquel on tient beaucoup, qui s'est développée aussi au fur et à mesure qu'on a pu en voir les effets, quoi. C'est-à-dire que c'était aussi des tentatives, des expériences, il y a eu des loupés, il y a eu aussi des retours des patientes, des focus group aussi, de voir ce qui marchait pas, pourquoi on le faisait, comment on sensibilisait les intervenants d'ateliers extérieurs. Et donc ça, c'est vraiment une partie pour nous qui est très importante et qui est tout à fait considérée comme thérapeutique, quoi. Et dans les ateliers actuellement, parce que c'est des choses qui peuvent changer d'année en année en fonction de ce qui revient comme envie et comme possibilité. Mais actuellement, donc, il y a de l'afro-fitness, un atelier musique, musicothérapie, il y a un atelier de piscine, apprentissage de la natation et un atelier de vélo avec une association extérieure. Et il y a de la socio-esthétique aussi. Et en parallèle de ça, on fait parfois des sorties à l'extérieur, des séjours thérapeutiques. On a fait 2 séjours jusqu'à présent, mais c'est aussi des dimensions qu'on pourra un peu plus développer. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi des forces du dispositif d'avoir cette dimension aussi de ce qui se passe dans le collectif entre elles, quoi. Merci beaucoup à toutes les deux pour tous ces premiers éléments. Quand j'écoute ce que vous dites, enfin, il y a plein de choses, notamment sur les patientes, on reviendra sur l'équipe ensuite, mais par rapport aux patientes et déjà l'analyse que vous en faites, bah, on voit très bien à la fois ce continuum de violence se dessiner, la nécessité aussi d'y répondre avec l'approche holistique que vous proposez, hein. Vous avez parlé de violence économique, administrative, l'importance voilà, de s'assurer de perspectives de régularisation pour ces femmes. Et du coup, je suis tentée un peu de vous poser la question du vécu de l'expérience de ces femmes, euh, que ce soit dans l'opportunité peut-être pour elles de libérer leurs paroles au moment sur les violences vécues, tout ce parcours, et puis toutes les... Voilà, on a beaucoup axé sur les violences sexuelles et sexistes, mais en fait, toutes les violences que vous avez finalement évoquées. Euh, voilà, l'opportunité pour elles de se libérer sur ces sujets-là et puis d'être prises en charge, sachant que ces expériences vécues sont souvent silenciées et vous l'avez dit, en arrivant en France, il y a aussi d'autres formes de vulnérabilité qui participent sans doute à cette forte silenciation. Et du coup, j'avais deux questions. Alors la deuxième, vous avez
commencé en partie à répondre, mais déjà, en quoi la prise en charge de ces femmes dans ce type de parcours participe vraiment de leur reconstruction et s'inscrit finalement pour elles au niveau individuel dans un processus d'empouvoirment. Et ma deuxième question, et elle rejoint plus tout le travail collectif que vous menez, je me demandais si la prise en charge de ces femmes dans ces dispositifs parcours, ça leur donne ensuite à elles envie de verser dans le collectif. Alors, elles le font très, du coup, j'entends hein, au sein du dispositif, mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui émerge aussi d'elles? Est-ce que du coup, ça se traduit aussi en dehors peut-être du dispositif? Et comment tout ça s'exprime, notamment en termes de sororité et de solidarité entre ces femmes dans ce processus aussi de reconstruction à la fois individuelle et collective. Voilà. Mhm. Bah, moi, en tout cas, ce que ça m'évoque là comme ça, mais c'est c'est que la première étape, enfin, tout à l'heure, je parlais de sécurité, stabilité, etc. C'est que avant même de pouvoir parler d'empouvoirment et de capacité d'agir, etc., enfin, on l'a conceptualisé, nous, au fur et à mesure, un peu avec des phases, phase 1, phase 2, phase 3, dont elles peuvent évidemment, enfin, c'est des cadres dont on sort et qui sont là pour nous aider à penser plus que pour figer les choses. Mais la phase 1, pour nous, par exemple, ça correspond à la phase d'accueil où elles vont être, euh, on va avoir une attention très particulière à elles, on va mettre des rendez-vous assez réguliers, on va peut-être les staffer ou les passer en réunion de manière régulière. Et avec un suivi un peu plus intensif. Et c'est là où, en fait, on va aussi repérer les vulnérabilités, les lieux ressources, là où on peut les orienter, les cours de français, par exemple, essayer de trouver un médecin traitant, enfin, aussi les orienter vers l'extérieur, mais c'est sécurité et stabilisation avant tout. Ça correspond aussi sur le plan psychique souvent au moment où les symptômes sont les plus aigus. Et au fur et à mesure, donc par exemple la phase 2 un peu de suivi, ça sera un suivi un peu plus chronique, un peu plus étalé dans le temps, où on peut espacer les rendez-vous, elles peuvent participer aux ateliers par exemple, et où là on va rentrer peut-être plus dans du suivi psychologique qu'on peut espacer un petit peu. Et la phase 3 ça sera un peu la phase d'élan et d'autonomie, où on sait qu'il y a des ancrages à l'extérieur aussi en ville, puisque c'est aussi dans l'idée que normalement l'hôpital c'est un lieu de passage. Alors un lieu de passage qui peut être assez bon quand il n'y a pas de possibilité d'ancrage ailleurs, notamment parce que parfois il n'y a pas de comment on dit, l'AME, etc. De couverture sociale, merci. Où il n'y a pas accès à des interprètes ou des choses comme ça, enfin avoir des structures adaptées vers lesquelles les orienter sur des besoins spécifiques, il y a plein de freins dont on pourra parler. Mais en tout cas, l'idée, c'est aussi de les emmener vers l'autonomie et l'élan. Ça, c'est comment nous, on l'a conceptualisé. Et puis en parallèle un peu de ça, ou en transversal, on a ce qu'on appelle, nous, on les a nommés un peu comme ça, c'est des situations d'alerte. Nous, on les appelle les codes rouges, quoi, qui correspondraient à des situations vraiment de danger. Donc dedans, nous, on a mis les idées suicidaires actives, des femmes avec des violences conjugales actuelles, femmes à la rue et femmes à la rue avec enfants. Et je ne vous dis rien. Le travail du sexe actif et, avec évidemment tout ce que ça peut impliquer de réactivation. Voilà, donc ça, c'est des situations, les codes rouges, sur lesquelles on va porter peut-être plus d'attention, plus d'actions à mener urgentes. On va les prioriser dans nos réunions, par exemple. En tout cas, on les a en pensée de manière très, très alerte. Et, voilà. Ça c'est un peu les choses qu'on a essayé de conceptualiser pour se dire qu'il y a des étapes. Mais si je le disais de manière beaucoup plus simple ou beaucoup plus clinique, parce que ça, c'est une modalité que nous, on a choisie, ben, je me dis que déjà, pour arriver à l'empouvoirment, faut avoir été reconnu dans sa parole. Donc, je pense qu'il y a plein de choses à dire sur le mot victime, et que d'avoir été reconnu comme une victime ou comme j'ai subi un acte qui est grave, qui est traumatique ou qui est potentiellement traumatique, puisqu'il n'est pas forcément, mais en tout cas, cet événement, il était potentiellement grave et impactant, d'avoir été entendu, d'avoir eu un espace de parole pour le faire sans forcément d'avoir besoin de le répéter 100 fois, parce que parfois, ça va être un récit qui se dépose une fois auprès du médecin, auprès de la juriste, auprès d'une personne, et on n'a pas forcément envie, nous, de le faire répéter à la personne, sauf si c'est son souhait, évidemment. Mais en tout cas, ça suppose qu'il y ait eu cette phase de reconnaissance d'un état de victime, qui est un statut temporaire,
pour pouvoir se dire aussi, après, ben, elles peuvent se saisir de plein d'autres identités. Nous, on le voit dans le collectif, évidemment, parce que bah, c'est des espaces pour. Donc, c'est de se dire, ben, telle personne qui est arrivée avec cette histoire-là, bah, elle peut aussi être chanteuse dans l'atelier musique. Elle se produit en concert, par exemple. C'est un concert à petite échelle, mais voilà. Elles peuvent apprendre à faire du vélo, elles peuvent occuper l'espace public parce que le vélo, ça se fait dans un espace public où elles sont bien autre chose que victimes, justement. Ou apprendre, enfin, ou aller à la piscine et occuper des espaces, d'ailleurs, souvent, dont elles pensent qu'elles ne se sentaient pas légitimes d'y aller, quoi. Donc ça, c'est quand même des choses que nous, on observe dans les ateliers et dans les demandes qu'elles nous font aussi, parce que parfois, c'est des ateliers qui naissent de leurs envies. L'atelier piscine, c'était quelque chose que elles ont demandé, par exemple, vers lequel on aurait eu beaucoup de craintes à aller, si ça avait été que nous. Voilà, comme quoi les projections aussi parfois sont empêchantes. Mais ouais, et on y a été parce que je pense que nous aussi, on était un peu sécurisés dans ce qu'on faisait, qu'on les connaissait bien, qu'on était solides en tant qu'équipe à ce moment-là. Et c'est pas quelque chose qu'on aurait fait au tout début du dispositif. C'est aussi intéressant de voir que nous-mêmes, on avait besoin de se sentir un peu sécure pour proposer d'autres choses. Et après, au-delà des ateliers, dans ta question, il y avait aussi, est-ce qu'elles se saisissent dans d'autres espaces de liens de sororité, etc. Ben, oui, moi je vois qu'il y a beaucoup de... Bon, déjà, on a un groupe WhatsApp des ateliers où elles interagissent entre elles, etc. Alors, avec des difficultés parfois à se retrouver parce que la question des trajets, quand on n'a pas de ticket, quand on peut se faire contrôler, etc., bah, ça empêche quand même beaucoup les déplacements. Donc, la liberté de circulation, elle est très variable, quoi, en fonction du statut administratif notamment. Mais on sent qu'il y en a qui s'appellent, il y en a qui se soutiennent entre elles, il y en a qui se soutiennent parfois même financièrement ou juste par des conseils, par des gardes d'enfants. Enfin, il y a d'autres liens qui se créent aussi en dehors de nous, qu'on peut observer parfois un peu à distance, parfois de manière très claire, quoi. Et je pense que c'est aussi enfin, un truc qu'à la fois on ne maîtrise pas, mais qu'on a pu créer un moment, des espaces pour que ce soit possible plus tard à l'extérieur. Et c'est vraiment des choses aussi d'autosupport dont elles se servent, sur des conseils, où aller, sur des lieux ressources, des choses comme ça. Peut-être par rapport à... Oh, je ne sais pas si Claire, tu veux ajouter quelque chose. Non, pas à ce C'est stade. bon. Je suis d'accord Euh, avec toi. Par rapport à ce que tu disais, Ornella, sur les ateliers piscine, je trouve ça à la fois très intéressant bah, que ce soit voilà, une demande qui émerge des femmes et qui, enfin, j'ai le terme ébranlé en fait, mais ça vous a pas ébranlé, mais disons que voilà, c'est peut-être pas là où vous seriez allé, donc je trouve que c'est très intéressant. Et je me demandais comment aussi cette activité a peut-être participé d'une reconstruction, redécouverte, réappropriation du corps de ces femmes, voilà, qui ont vécu ces violences, qui ont vécu ce parcours migratoire et peut-être un rapport à son corps à reconstruire ou à redécouvrir. Euh, alors déjà, enfin, c'est pas toutes les femmes, mais c'est quelques femmes qui sont parties en séjour thérapeutique la première fois dans le Jura qui nous ont... Bon, il y avait un panel d'activités possibles et parmi ce panel d'activités, on avait mis tout ce qui était visible sur les brochures, ce qu'elles voyaient quand on circulait, etc., en évitant soigneusement le lac parce que nous, on en avait très peur et qu'on ne se serait jamais proposé d'aller se baigner. Euh, voilà, pour des raisons qui sont notamment les traversées traumatiques qu'elles ont pu faire de la Méditerranée. Et en fait, elles nous ont demandé, elles nous ont dit, mais il y a un lac, pourquoi on ne va pas au lac, quoi? Et en fait, voilà, ça nous a aussi beaucoup questionné et amusé, entre guillemets, parce qu'on s'est dit, mais en fait, ça, c'est nos projections à nous, que peut-être ça va être réactivant et peut-être pas du tout. Ou peut-être Mm. qu'elles se sentent assez en confiance avec nous, ou dans ce moment-là, ou dans ce groupe-là pour le faire. Et en fait, bah, allons-y. Donc, on avait, je pense, je ne peux pas dire plus peur qu'elle, parce que je ne pense pas, mais on avait aussi peur qu'elle. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Alors après, chacun allait à son rythme. Il y en a qui sont pas rentrés dans l'eau, qui ont juste mis les pieds. Il y en a qui sont restés à prendre des photos. Enfin, c'était un Mm. très joli moment déjà. Et je pense que symboliquement, ça nous a aussi appris voilà,
à déconstruire ce qui est de l'ordre de nos propres projections, de peut-être ça va être un moment réactivant alors qu'on n'en sait rien. Et en tout cas, de partir aussi de leurs besoins. Et suite à ces jours, du coup, il y en a beaucoup qui ont demandé à apprendre à nager pour de vrai, quoi. Avoir de la technique, d'aller apprendre. Et du coup, c'est un atelier qui s'est fait avec une prof de PS qui est en mesure d'apprendre la natation et une autre personne qui a la double casquette qui est psychologue et prof de PS. Donc, on dit plus PS, oui, pardon. Éducation physique et sportive, voilà. Mais du coup, bon, c'était vraiment la sécurité que nous, on mettait aussi là-dedans dans cet atelier, qu'il y ait deux personnes, que ce soit un petit nombre, que ce soit cadré aussi avec des gens qui étaient sensibilisés ou formés au trauma, quoi. Et en fait, enfin, ça a dépassé complètement ce stade-là, puisque déjà, il y a eu pratiquement zéro réactivation traumatique. C'est pas des sujets qu'elles ont abordés forcément parce qu'elles n'ont pas associé le lieu piscine où on est là, où on rigole, où on est dans l'eau, à un lieu euh, traumatique. Enfin, elles l'ont pas associé, par exemple, à la traversée en Méditerranée. En tout cas, dans les discours, je ne l'ai jamais entendu. C'est des choses qu'on a beaucoup repris avec elles, avec les intervenantes. C'est pas du tout une comme ça. Et, et après, on a observé d'autres choses qu'on n'attendait pas du tout, justement, qui étaient assez drôles à observer. C'est justement les inquiétudes sur le corps, sur le corps un peu dénudé, sur les cicatrices. C'était aussi l'occasion de parler des cicatrices qu'elles avaient, de parler de est-ce qu'on peut être, est-ce qu'on peut être dans un espace qu'on partage et montrer son corps à d'autres femmes dans un espace qui est sécure. Et plein de choses aussi en rapport avec le corps et la sexualité, parce qu'il y a des gemmes à sang dans la piscine, etc. Donc, ça fait des sensations. Donc, ça a été aussi l'objet de discussions un peu informelles entre elles, entre les séances. C'est des choses qu'on a pu reprendre aussi dans l'atelier sexo sur les sensations qu'elle pouvait avoir, qu'est-ce qui était stimulé, comment le corps il sentait, comment il revivait. Et c'était hyper bien de pouvoir faire ces liens entre les différents ateliers, justement. Le corps un peu en mouvement et des sensations différentes, quoi. Ok, merci beaucoup pour ces partages. Peut-être avant de continuer la discussion, juste rappeler à toutes et tous que vous pouvez poser des questions dans le chat qui seront discutées ensuite. Alors, je crois qu'il y en a déjà pas mal, mais voilà, ne vous, euh, ne vous censurez pas. Alors, le temps, je vois que le temps file, mais en tout cas, dans tout ce que vous avez dit depuis le départ, je suis assez impressionnée par la démarche des équipes et du process, du dispositif, qui est vraiment une démarche, alors, j'allais dire une posture de recherche, je ne sais pas, mais en tout cas une démarche vraiment réflexive où on voit en filigrane de chaque exemple que vous avez donné à quel point vous questionnez vos propres pratiques, comment les récits de ces femmes, peut-être ce qu'elles vous partagent, la façon dont elles partagent entre elles, euh, là où elles vont et tout ça résonne aussi sur vous et vos pratiques et comment le dispositif se met en œuvre. Et là-dessus, j'avais plusieurs questions. Euh, déjà, peut-être discuter un peu de comment on fait évoluer les pratiques de santé. Euh, voilà, comment on s'interroge déjà continuellement en tant que professionnel de santé. Quel système de gouvernance peut-être a été mis en œuvre dans ce dispositif. Il me semble que dans un ouvrage dans lequel un chapitre porte sur le dispositif parcours, là, qui a été coordonné par Annabelle Desgrédilou et Anne Gosselin, vous parlez de l'holocratie. Alors peut-être voilà, nous expliquer un peu comment fonctionne votre système de gouvernance. Et puis aussi, finalement, comment on peut faire évoluer les pratiques vers un meilleur prendre soin qui est un terme qu'on aime bien chez Equipop, au-delà de prendre soin des femmes du dispositif, mais aussi prendre soin des professionnels de santé. Donc il y a un peu, je suis désolée, enfin, j'essaye de poser un peu toutes mes questions dans le temps qui me reste, mais cette double approche approche réflexive et, euh, et également gouvernance et prendre soin des équipes. Finalement, c'est trois questions en une question, mais voilà, si on peut en savoir plus.
que c'est vraiment très intéressant et on voit que c'est vraiment un fil rouge dans tout ce que vous avez dit depuis le départ. Ouais, pour nous, c'est un aspect super important, celui-là. Euh, la... enfin, pour reprendre le côté historique, ça nous est paru indispensable assez rapidement d'améliorer notre organisation entre nous, justement parce que au début, il n'y avait pas d'équipe dédiée, que chacune d'entre nous était sur beaucoup d'activités en même temps et qu'il s'agissait de réfléchir à la prise en soin de femmes extrêmement traumatisées avec des récits très lourds et très violents. Et donc, quand chacune accompagnait une femme seule de son côté, s'il n'y avait pas d'espace où on pouvait se parler, où on pouvait se partager ce qu'on avait vécu et ce qu'on visualisait pour cette patiente-là, ça allait pas tenir. Donc, c'est venu comme ça. Et notre postulat, c'est que si nous, on veut soutenir l'empowerment des femmes qu'on accompagne, il faut soutenir l'empowerment de notre équipe. Donc, c'est comment on peut faire ce miroir entre ce qu'on souhaite soutenir chez les patientes. Bah, si nous, on vit en tension, on n'est pas bien dans notre travail, qu'on est en surmenage professionnel, qu'on est dépassé par les récits de violence, on ne peut pas prétendre soutenir l'empowerment des femmes qu'on accompagne. Et du coup, on a deux espaces qui nous permettent ça. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose de... Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ces espaces. Donc peut les définir les deux très différents assez clairement, mais à la base, c'était le même endroit, puis petit à petit, ça s'est séparé en deux espaces. Il y a l'espace de gouvernance et il y a l'espace de supervision. L'espace de supervision, c'est un espace de régulation émotionnelle. C'est dans les modalités une journée avec toute l'équipe. Notre prochaine journée, c'est demain. On a cette journée tous les 2 mois à l'extérieur de l'hôpital où on est accompagné par une coach extérieure et on vient traiter dans ces espaces-là des tensions qu'on a pu avoir relationnelles, des difficultés qu'on a pu ressentir avec d'autres professionnels ou bien avec des patientes qu'on accompagne, ou bien on va venir réfléchir sur des situations qu'on a eues et comment on peut améliorer notre soin et comment on peut partager une vision commune du soin. Donc, c'est des espaces d'élaboration de notre clinique. Euh, et c'est des espaces aussi très resserrants pour l'équipe parce qu'on vient se parler à un niveau émotionnel. C'est un espace qui est confidentiel. Donc, quand on rentre dedans, tout ce qui est partagé à l'intérieur de cette journée, c'est gardé de façon confidentielle euh, par rapport à l'extérieur ou à celles même de l'équipe qui n'ont pas pu venir. Bah, c'est pas grave. Et au sein de ces journées de supervision, on travaille aussi notre posture d'écoute qui va être au service des patientes aussi après. Parce que c'est des moments où l'écoute est hyper importante entre nous. Donc quand il y en a une de nous qui partage quelque chose, on va vraiment se mettre au service de ce qu'on entend, essayer de ne pas interrompre, on ne l'a pas demandé. Et voilà, d'essayer de soutenir la parole de l'autre. Et c'est vraiment des outils ensuite qu'on réutilise ça directement en consultation. Et le deuxième espace, c'est nos espaces de design organisationnel. Donc, c'est réfléchir à la façon dont on a envie de s'organiser entre nous, à la fois pour optimiser notre temps et être plus efficace dans notre travail, et à la fois pour nommer tous les endroits de pouvoir qu'il y a entre nous, de ne pas rester avec des zones de pouvoir implicites entre nous. Par exemple, à l'hôpital public, on a un fonctionnement qui est dit pyramidal, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui décident et des personnes qui exécutent. L'idée de la gouvernance qu'on a choisie, c'est une gouvernance où il y a une distribution de l'autorité. Cette gouvernance, c'est un modèle américain qui s'appelle holacratie et la première étape de cette gouvernance, c'est d'aller clarifier les rôles qu'il y a au sein de l'organisation. Quel rôle fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut attendre de chacun des rôles? Et tous les rôles fonctionnent ensemble, ça forme une grande organisation. Cette organisation, c'est le dispositif parcours.
Et ce dispositif, il a une raison d'être. La raison d'être, c'est l'empowerment des femmes exilées. Donc tous les rôles sont là pour aller se mettre au service de la raison d'être. On définit des règles du jeu communes dans ce grand cercle qui est le dispositif. Par exemple, on va dire, bah, nous, on ne parle pas de victimes, on parle de femmes qui ont vécu Mm. des violences. Nous, on choisit cette année, une de nos politiques, c'est pas de perdu de vue. Donc, chacune, on doit avoir une attention quand il y a une patiente qui n'est pas venue en consulte. Eh ben, on va aller la chercher, on va aller la rappeler, on va essayer de comprendre pourquoi elle n'est pas venue. Nous, dans l'équipe, on se met d'accord que s'il y a une des patientes qui vit quelque chose de discriminant dans les soins, on va aller le dénoncer. Voilà, on a défini nos politiques communes. Et ensuite, chacun des rôles, à partir du moment où il respecte ses politiques communes, fonctionne en autonomie. Il prend les décisions dans son rôle. C'est-à-dire que la secrétaire, par exemple, elle a un rôle d'accueil des patientes qui viennent pour la première fois. Pendant l'entretien qu'elle a avec elle, elle va décider si la patiente, elle correspond bien à nos critères d'admission. Elle va inscrire la patiente, identifier ses besoins et elle a besoin de personne euh, pour lui dire bah, c'est bien ou c'est pas bien ou tu aurais dû la prendre ou pas la prendre. Si elle a besoin d'aide, elle peut toujours aller demander l'avis des autres, mais c'est elle qui décide dans son rôle. Et ça, pour nous, c'est vraiment super important. Donc, cette gouvernance holacratie, ça nous a été transmis par la coach qui fait aussi la supervision. Elle nous a formés, ça nous a fait 1 an et demi, je dirais, de formation. Maintenant, on est autonome sur ce mode de gouvernance et on travaille comme ça dans le parcours à Avicenne. C'est un challenge pour nous de travailler comme ça alors qu'on est dans une organisation très Mm. pyramidale. Et en même temps, moi, à titre personnel, ça m'a apporté beaucoup de fraîcheur de voir qu'on pouvait fonctionner un peu différemment dans des systèmes normatifs très ancrés et de voir qu'en fait, au sein de l'équipe, on pouvait décider de faire différemment. Et tout ça, ça implique un truc super important pour moi dans les équipes qui travaillent autour des violences, c'est que les professionnels du parcours, ils ont un temps clinique, ils ont un temps auprès des patientes, ils ont un temps en consultation individuelle, ils font des ateliers, ils partent en séjour de répit, etc. Ils sont au contact direct des patientes et ils ont un temps hors clinique pour penser leurs soins, pour penser la gouvernance, pour penser leurs projets et ils ne sont pas tout le temps la tête dans les histoires cliniques. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui me semble très sain quand on travaille sur ces thématiques-là, d'avoir aussi des espaces où on fait autre chose que de l'écoute. Et je crois que ça améliore la qualité d'écoute et de présence le reste du temps. Euh, voilà. Ça paraît toujours un peu complexe comme organisation d'expliquer l'holacratie, mais il y a vraiment un truc juste, enfin, qui n'est pas transposable dans tous les contextes, mais juste d'expliciter les rôles et les missions de chacun. Nous, ça nous a vraiment structuré en fait, de pouvoir dire, ok, bah euh, toi, en fait, je vois que tu fais ça, 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 tu le fais déjà, bon, on va l'expliciter dans tes Mm. rôles en fait. Ça, tu le fais parce que tu penses que c'est dans ton rôle de psychologue, tu le fais parce que toi, en tant que secrétaire, par exemple, et en fait, on s'est rendu compte déjà que plein de gens faisaient plein de choses qui étaient invisibles, mais qui étaient vraiment centrales, enfin, qui étaient des rouages dans le soin. Exemple, la secrétaire on voit qu'il y a une patiente qui est venue une fois, qui n'est pas revenue, etc., qui va. En fait, il s'est passé un événement de violence. Enfin, ça peut être hyper central, mais en fait, c'était d'expliciter tous ces invisibles-là et d'organiser aussi un fonctionnement. euh, Comme tu disais tout à l'heure, qui est toujours mouvant. C'est-à-dire, on ne dit pas, on a une organisation, Mm. on peut dire, bon, en fait, ça, c'est plus réel, on ne fait plus comme ça maintenant, bah, on en change, et on le réécrit, quoi. Donc, on a un design sur un logiciel pour le faire, mais ça pourrait être complètement sous d'autres formes, hein. Je ne sais pas dans les contextes. Mais c'est vraiment d'expliciter les implicites de ce que chacun fait dans ses propres rôles et aussi les valeurs, les choses auxquelles on croit, les choses vers lesquelles on veut tendre, quoi. Et comme tu disais, il y a aussi plein de trucs qui sont nés. C'est en faisant, on s'est dit, mais en fait, ça, on le fait en fait. Mm. L'articulation, par exemple, le psycho-juriste sur des préparations à des audiences, bah, on l'a fait parce que c'est nous est tombé dessus, on a dû le faire. En fait, on a explicité le fait qu'on le faisait, on a essayé
monter un peu des procédures, quoi. Et voilà, et c'est, je pense, applicable à plein d'autres domaines, mais c'était de rendre visible l'invisible, quoi. Après. Et ça, pour moi, c'est vraiment une approche féministe. Euh, c'est de sortir aussi de ces formes de pouvoir implicites. Il peut y avoir, par exemple, si je prends le cas de certaines infirmières dans certains dispositifs hospitaliers, euh, il n'y a pas de valorisation de l'initiative individuelle. Il y a une exécution de tâches qu'on demande de faire. Et quand il y a une initiative individuelle, bah, il y a un pouvoir supérieur qui peut dire bah non, en fait, ça, c'est pas intéressant ou tu fais pas ça, sans que ça ait été explicité, en fait, que cette personne, elle avait le pouvoir sur l'autre. Donc nous, il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas de pouvoir les unes sur les autres, évidemment, il y a du pouvoir les unes sur les autres, mais on le dit. Qui décide? Voilà, la question c'est qui décide sur quoi. Donc c'est des approches qui permettent de soutenir le leadership individuel des professionnels qui y travaillent. Et une fois de plus, ça vient en miroir avec les patientes, cette idée de développer leur leadership, voilà, de les aider à prendre des décisions, à décider pour elles et d'aller expliciter ça. Et je rajouterai un dernier truc, c'est qu'il y a un certain nombre de règles. Cette gouvernance, elle est régie par une constitution et il y a une des règles qui me paraît super importante. On va en dire deux même. La première, c'est s'il y a quelque chose qui m'embête, si j'ai une tension, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, c'est ma responsabilité d'aller le dire aux autres et de proposer une transformation. Mm. Je ne peux pas juste venir en disant ça c'est pénible ou ça c'est pas normal que ça se passe comme ça. Je viens en disant ça, là j'ai ressenti un truc, où ça m'allait pas le fonctionnement, bah, je vais le transformer pour te faire une proposition qu'on fonctionne différemment. En fait, moi, je propose qu'on crée un rôle. Ce rôle, il fait ça, il décide pour ça. Et moi, je propose d'être dedans. OK, on a un processus après de décision pour voir si les autres sont d'accord ou pas. Donc ça, ce système d'aller exprimer ces tensions dans le but de les transformer dans quelque chose qui va soutenir l'organisation, ça me paraît super Mm. intéressant. Et la deuxième règle, c'est tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça veut dire qu'on a défini des règles, ok, des politiques, des contraintes les unes sur les autres. Par exemple, on ne parle pas de victimes, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah ça, c'est des contraintes de chacune, voilà, qu'on accepte. Mais si j'ai le projet, en fait, de venir faire un webinaire à Equipop et que j'ai envie de parler de ça et de ça et de ça, et que ça n'avait pas été écrit ailleurs, que j'avais pas le droit de le faire, alors j'ai le droit de le faire. Et si ça pose un problème à quelqu'un dans l'organisation, c'est à elle de venir me le dire, que ça lui a posé un problème et qu'est-ce qu'elle propose. Et donc ça, c'est pour soutenir aussi la créativité de chacune des professionnels dans leur Mm. rôle. Merci beaucoup. Je trouve que c'est hyper inspirant et on a envie que vous veniez nous former à, à ce mode de gouvernance. Ce que j'ai trouvé, enfin, ouais, ce que je trouve passionnant dans ce que vous dites, c'est voilà cette espèce de parallèle peut-être entre redonner du pouvoir à la fois aux équipes, à la fois aux femmes, clarifier aussi qui a du pouvoir, pourquoi, dans quel cadre, pour quel objectif. Et, euh, et effectivement, bah, s'offrir aussi, mais on le voit, c'est nécessaire, cet espace bah, où on est au milieu hospitalier, mais on peut s'en extraire aussi ou s'extraire euh, de, voilà, de tous ces espaces de contact, de prise de parole pour mieux réfléchir à son travail et puis finalement être plus à l'écoute après, pouvoir bah, probablement chacun, chacune aussi analyser ce qu'on fait et y revenir. Et sur ouais, cette question aussi enfin, de la responsabilité et de réfléchir à comment faire mieux collectivement et que chacun, chacune puisse être force de proposition aussi. Enfin, je trouve que tout ça est très inspirant et s'articule bien, enfin, très bien avec votre vision aussi de la prise en charge des femmes. Bah, merci de nous partager tout ça et bravo. Alors, j'avais plusieurs autres questions, mais voilà, je vais en choisir une parce qu'il me reste 3 minutes. Euh, pour terminer, peut-être avant qu'on passe aux questions-réponses avec la salle, je voulais vous poser la question peut-être de la pérennité de tels dispositifs dans le contexte politique bah, voilà, qui est notre en France, en Europe, avec toutes les tensions, pour pas dire autre chose, autour des politiques migratoires.
et sur les sujets aussi qui touchent les droits des femmes. Donc là, on est à la croisée de gros enjeux. Euh, voilà, un peu comment vous imaginez cette pérennité et en fait, enfin, de quoi vous pourriez avoir besoin ou comment collectivement aussi on peut voilà, participer à cet élan, à faire mouvement ensemble pour pérenniser ce type de dispositif. Alors, il nous reste 2, 3 minutes et après on passe aux questions-réponses. Désolée. Au début, bah, on est inquiète, très inquiète, de la montée du Rassemblement national en France et de l'impact que ça va avoir directement sur cette population-là. C'est déjà le cas depuis plusieurs années, hein. Euh, Moi, ma consultation en tant que médecin infectiologue, bah, par exemple, la consultation de la semaine dernière, la moitié de ma consultation, ça a été sur la question de l'accès au traitement des personnes. Alors qu'on nous dit que bah, en France, tout le monde a accès au traitement, etc. C'est faux, c'est pas vrai. Donc, il y a déjà des barrages qui sont faits à l'accès aux soins des personnes exilées. Euh, Si on va vers une montée de l'extrême droite en France, bah, les gens qui sont au pouvoir, notamment de nos hôpitaux de la PHP, vont certainement quitter leur poste si, ils ne peuvent pas soutenir d'appliquer des lois gouvernementales dont ils ont l'obligation, hein, parce qu'ils ont une obligation d'obéissance. Donc, honnêtement, on a été rassurés par les résultats électoraux d'hier, mais bah, c'était quand même bien austère le climat chez nous Mm. ces dernières semaines, avec beaucoup d'inquiétudes pour la suite, et on reste quand même en vigilance. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, le système fait que notre dispositif y tient, le modèle économique y tient, qu'il est solide et c'est là-dessus qu'on a pu s'appuyer pour avoir des postes. Que maintenant on arrive à avoir une certaine légitimité, en tout cas au sein de nos hôpitaux, euh, pour sentir que c'est des postes qui sont quand même en sécurité. Enfin, ils ont été créés, ils sont là, il n'y a pas de raison qu'ils disparaissent normalement. Euh, et on espère que ça durera dans le temps. Euh, voilà. Après, on n'a pas parlé, je dis rapidement un mot de l'ASSO. On a aussi une entité juridique qui s'appelle 1000 Parcours, qui est une association qui est directement liée au dispositif hospitalier. Donc, sur cette association, on va aller chercher des fonds pour soutenir les activités des dispositifs, les actions cliniques, mais on développe aussi tout ce qui est formation et recherche. Et on aimerait mener une recherche autour de l'évaluation de l'impact de ce qu'on fait pour montrer que ça fonctionne, en tout cas on l'espère, pour pouvoir aussi s'appuyer là-dessus ensuite pour ancrer ce type d'accompagnement intégratif au sein des services d'infection. Est-ce Merci que j'ai beaucoup. répondu à ta question? Oui, merci beaucoup. Alors, Néla, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ou on passe aux questions du chat? Oui. Ouais, Question. ok. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Alors, peut-être avant de passer aux questions, vous lire très rapidement quelques réactions du chat. On a Laurence qui nous dit merci pour ces échanges. C'est pas spécifique au Bénin, mais ici, la plupart des agents de santé doivent être sensibilisés et formés sur la question parlant de l'accueil et du traitement des personnes qui ont vécu des violences lorsqu'elles viennent à l'hôpital. Euh, et Mich qui nous dit, vous avez raison, l'écoute est un outil indispensable. Dans le contexte africain, ce n'est pas toujours considéré. C'est même la cause du silence de certaines victimes de violences. Donc, merci beaucoup pour ces échanges. Euh, voilà, bah, merci à vous pour vos commentaires. Alors, j'en viens maintenant aux questions. Il y en a beaucoup. Euh, je ne sais pas si les personnes qui les ont posées souhaitent les poser directement. Peut-être ce serait plus sympa, mais voilà, à vous de voir. Euh, il y a Jannick de Beaulieu qui a posé une question. Jannick, est-ce que tu souhaites la poser directement? Je ne sais pas si techniquement c'est Alors, possible. D'ailleurs, c'est peut-être je possible. m'avance. Ici, la technique. Voilà, il faut lever la main. Donc, merci Merci beaucoup, Yannick Marion. pour le réflexe, parce que sinon, je dois un par un autoriser à parler. C'est parti.
Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. En fait, petite question, si vous parliez bon, des phases, etc. Puis je me disais, tu sais, ultimement, bon, une fois que les premières phases là, où il y a vraiment, tu sais, un enjeu traumatique et une reconstruction, réparation et tout, est-ce que vous avez pu constater quand même certaines femmes qui ont fait ou qui sont encore au sein du parcours, qui elles-mêmes qui ont décidé de se mobiliser au sein d'associations ou d'organisations de femmes ou de féministes en France ou dans leur pays d'origine par le biais là, tu sais, des méthodes là, en ligne, à distance ou au sein d'associations de personnes migrantes, etc. Donc, de voir est-ce qu'il y a, il y a une volonté de, tu sais, de solidarité qui dépasse aussi juste l'expérience individuelle et collective des femmes au sein du parcours, là. Voilà. Euh, Moi, je dirais que c'est très variable. Des mobilisations qui s'annonceraient, s'assumeraient comme des mobilisations féministes, j'en vois peu, mais en fait, qui s'assumeraient et qui se nommeraient comme telles. Mais en réalité, j'ai quand même beaucoup en tête des situations de patientes, par contre, alors un peu plus tard, et nous, je pense qu'il y a aussi le contexte de la temporalité, comme on a des patients depuis moins de 3 ans sur le territoire, avec toute la question de la stabilisation, etc. Euh, Parfois, c'est plutôt pour des patientes un peu plus anciennes que je l'observe, qui ont envie, par exemple, de monter des choses autour de protection de l'excision, alors soit que ce soit en France, soit au pays d'origine, ou soit un peu transversal. Notamment autour des mutilations, il y a quand même quelque chose d'assez militant qui ressort dans les consultes. C'est parfois des femmes qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et puis après, il y a aussi quand même plein de patientes qui s'investissent dans des associations plutôt sur le versant femmes migrantes, mais bénévolement, avec vraiment cette identité-là. Alors, je pense pas qu'elles le nommeraient, enfin, ça serait plus intéressant de leur poser la question comme un engagement forcément féministe, mais elles vont aussi vers ce public-là. Et dans un truc, moi je l'ai beaucoup entendu la dernière fois chez certaines, je veux redonner ce que moi j'ai eu quand j'étais à la rue, par exemple, elles vont, et même de Mhm. manière assez spontanée, soit de le faire dans des mouvements qui sont déjà structurés, soit de le faire dans des initiatives plus personnelles. Et là, on observe aussi, parce qu'on est quand même un peu récent comme dispositif, on observe aussi ça, la vague des anciennes. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé voir, il y a un groupe WhatsApp qui subsiste avec les ateliers, etc. Des anciennes qui s'adressaient aux nouvelles, aux plus fraîchement arrivées, quoi, et qui leur témoignaient un peu de soutien. Et je trouvais, enfin, là, c'est un peu dans nos réflexions aussi de comment on fait vivre, notamment la soumise le parcours. Tu peux nous aller sur ça. Ouais, t'as fini? Ouais. Ouais. Ouais, nos réflexions actuellement, c'est comment on peut intégrer des patientes à nos prises de décision, justement, à cette gouvernance-là. Donc, je pense que ça sera plutôt au sein de l'ASSO pour plein de raisons. Mais bon, ceci dit, à l'hôpital, là, on vient d'obtenir aussi un appel à projet là-dessus, sur comment insérer des patientes dans les décisions prises. Et puis, je repense à des patientes. Nous, dans notre hôpital, il y a une faculté avec un axe assez fort sur la médiation en santé, un DU, diplôme universitaire sur la médiation en santé. Il y a 2 patientes l'année dernière qui se sont inscrites à ce diplôme et qui sont maintenant officiellement médiatrices en santé. Mhm. Voilà. Et je pensais aussi à ces jeunes femmes, on voit plus à Bichat, mais originaires de Guinée, qui ont migré très tôt, très jeunes, adolescentes, qui se positionnaient contre l'excision et qui, elles, se revendiquent vraiment féminisme et, dès l'arrivée, quoi. On n'y est pour rien, quoi. C'est pour ça qu'elles sont parties et elles ont des réseaux très militants en France contre l'excision. Voilà, principalement. Après, on retrouve quand même chez les patientes qui sont intégrées, enfin, qui ont eu une régularisation et qui sont dans une démarche d'insertion socio-professionnelle, une tendance à aller vers des métiers autour du care, infirmière, aide-soignante, etc. Alors, est-ce qu'il y a une part militante féministe? Peut-être. Je pense qu'il y a aussi voilà, ce côté genré des métiers du soin. Donc, difficile de faire la part des choses entre les deux. Merci. C'est très intéressant parce que, tu sais, on se penche peut-être beaucoup sur le continuum des violences genrées dans le parcours migratoire, mais
tu sais, en termes on pourrait dire empowerment, empouvoirment et tout, de voir dans ce parcours-là où sont les leviers où se positionnent certains leviers justement d'empowerment qui sont tu sais, au niveau individuel, mais finalement collectif et peut-être associatif, et etc. Puis de voir qu'est-ce qui peut être mis en place pour soutenir ces leviers-là, tu sais. Donc, merci beaucoup. Très bonne réponse. Merci, Yannick. On a ensuite une question de Fat. Je ne sais pas si Fat, vous souhaitez poser directement votre question. Oui, super, je vois que la main est levée. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour. En fait, moi, j'ai intégré votre visio parce qu'en fait, au départ, c'était pour assister à celle du 3 octobre. Et en fait, sur la santé au travail, santé des femmes au travail, je crois que c'est le 3 octobre. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis aperçue que la thématique d'aujourd'hui correspondait à celle pour laquelle je suis militante dans une association qui s'appelle le GAMS. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et donc, bah, moi, je suis plutôt sur le GAMS Normandie. Et donc, il y a déjà tout un parcours sur la ville du Havre pour le parcours de prise en charge des femmes excisées et dans un parcours migratoire. Et là, actuellement, on a créé une antenne sur la ville de Rouen et avec notamment le service des maladies infectieuses et tropicales. Et on a commencé aussi, nous, une permanence de prise en charge de ces patientes, voilà, de ces victimes. Et du coup, ben, franchement, c'était très intéressant. Votre intervention était très intéressante d'avoir ce parcours spécifique pour ces femmes-là. Et donc, moi, j'avais des questions. Les deux questions, c'était parce que vous n'avez pas parlé dans les professionnels de votre service d'une sexologue et d'une assistante sociale. Vous avez des postes spécifiques pour ces personnes-là ou c'est dans le cadre de votre service On maladie n'a pas infectieuse? de, alors sur Avicenne, on n'a pas de poste spécifique. On en a demandé un, là, un poste de sexologue, mais on ne l'a pas encore. En revanche, on a mis en place des groupes de parole du coup, pour avoir une approche sexo au sein de ces groupes avec une sexologue, mais qui est une intervenante extérieure qui coanime des ateliers avec Ornella une fois par mois autour de la sexualité, pas seulement excision, mais la sexualité au sens large. Et puis, on aborde, on n'est pas sexologue, mais on aborde au niveau médical, au niveau psychologique et au niveau sage-femme les questions autour de la sexualité et en utilisant des outils, notamment les outils de sex ed pour ceux et celles qui connaissent. Peut-être si vous pouvez mettre la référence sur la discussion, je pense que c'est des outils qui peuvent intéresser, qui sont des vulves en silicone qui permettent vraiment de faire de la pédagogie autour des organes génitaux. Et au niveau de l'assistante sociale, on a une assistante sociale qui est pour le service de maladies infectieuses, qui s'occupe uniquement de l'ouverture des droits, donc de la couverture maladie, qui s'occupe pas du tout des questions d'hébergement, etc. Donc ça, la question de l'hébergement, là, c'est une grosse difficulté en France. Donc on essaye de recruter ce qu'on a appelé une médiatrice sociale. Donc, nous recherchons une médiatrice sociale à l'hôpital à Avicenne sur ces questions-là d'accompagnement autour de l'hébergement notamment. Et on aimerait développer, enfin, il y a encore beaucoup de travail autour de l'axe social qu'on aimerait développer. On a les médiatrices en santé qui font des actions parfois d'assistantes sociales autour de l'hébergement, mais pas que, c'est pas leur fiche de poste à la base. D'accord. Et puis donc, après, ma deuxième question, c'était sur les... Vous aviez parlé d'une chargée de mission pour les fonds. Donc, c'est que des fonds publics ou il y a des fonds privés? Comme ça, vous obtenez des... C'est Comment... majoritairement, alors tout ce qui est ressources humaines, tous nos postes des professionnels, c'est financé directement par l'assistance publique. Donc ça, c'est génial parce que du coup, c'est des postes pérennes. Par contre, tout ce qui est atelier thérapeutique et soutien de l'équipe, holacratie, supervision, ça, on va chercher des fonds à l'extérieur. C'est principalement des fonds publics, l'Agence régionale de santé, la Fondation de France, et parfois des fonds privés comme certaines fondations la fondation MNH, par exemple, qui nous soutient sur pas mal d'actions. D'accord. Très bien. Bah, merci, hein. Merci beaucoup pour votre intervention. C'est intéressant. Alors, merci beaucoup, Fat. Nous avons une question ensuite de Cynthia
Est-ce que Cynthia est parmi nous et souhaite poser sa question directement? Cynthia. Cynthia, j'ai autorisé le... Si vous voulez allumer votre micro, vous pouvez poser la question, sinon, Sarah, tu peux la lire, je pense. Ok. Bah, peut-être je vais la lire, j'espère que je fais bien. Donc, Cynthia demande comment permettre le déploiement de ce type d'approche dans d'autres groupes de pays tels que ceux en Afrique de l'Ouest. Ah, ça tombe très bien parce qu'on n'a pas pu beaucoup en parler. Ouais, ce type d'approche, donc nous, bah, comme je vous ai dit, inspiré de l'hôpital Panzi. Panzi ils se sont développés en République centrafricaine et je crois qu'il était question de développement d'un centre aussi en Guinée sur ce modèle qui s'appelle le One Stop Center. Donc c'est le fait de trouver tous les participants, enfin tous les professionnels au même endroit. Euh, donc lui, enfin, l'équipe de Mukwege, il développe cette approche-là. Nous, on travaille en collaboration avec des partenaires internationaux. Donc, on travaille avec l'ONG Soltis, qui nous a permis d'animer une formation autour de l'accompagnement des femmes qui ont vécu des violences. C'était en Afrique de l'Ouest, enfin, pour des équipes d'Afrique de l'Ouest qui ont participé à cette formation. On a un partenariat aussi avec Madagascar, où enfin, le centre de gynéco de Madagascar veut mettre en place un dispositif d'accompagnement holistique voilà, autour des violences. Donc, nous, on est vraiment intéressés d'avoir des partenaires internationaux parce que les échanges, ils nous nourrissent, ils nous permettent aussi de comprendre le contexte des personnes qu'on accompagne. Euh, voilà, je pense qu'il y a former les professionnels de santé sur le repérage et l'écoute des violences, et ça peut être fait par tous les professionnels sans qu'il y ait besoin de centres spécialisés. C'est vraiment une compétence des professionnels de santé à développer, l'écoute active, et comment elle est interrogée sur ces questions-là, et c'est déjà énorme dans l'accompagnement des femmes. Et après, il y a la question des centres spécialisés là-dessus. Et là, c'est un niveau 2 où ça ne se passe pas de financement. Euh, voilà. Mais en tout cas, nous, s'il y avait des équipes à accompagner ou à soutenir ou à échanger, on est vraiment partante. Il ne faut pas hésiter à nous contacter, notamment par le site de l'association Mille Parcours. Donc, l'appel est passé, n'hésitez pas. Euh, on a ensuite une question de Charline. Est-ce que Charline souhaite poser sa question directement? Je suis désolée, j'arrive pas à bien voir. Il y a plein d'écrans. Ah, Charline, elle vient. Ça me prend un petit peu de temps à chaque fois, mais c'est bon. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, Ah, super. Vraiment, merci beaucoup pour cette intervention super inspirante. Ma question est concernant la connexion culturelle. Je ne sais pas très bien comment nommer les choses, mais comment est-ce que vous faites pour connecter avec les cultures des femmes que vous accompagnez? Est-ce que vous avez des soignants ou des soignantes qui sont par exemple formés en ethnopsychiatrie ou des choses comme ça? Enfin, voilà, parce que je me dis qu'il peut y avoir une distance là par rapport à la prise en soin qu'elles auraient eu, par exemple, dans leur pays d'origine. Merci. Alors, bah, moi, je suis formée en ethnopsychiatrie parce que j'ai fait le début de psychologie transculturelle et ethnopsychiatrie de Paris 13, qui est un des débuts qui forme le plus à ça. Alors, après, c'est une approche et c'est aussi des consultations auxquelles j'avais participé dans ma formation, des consultations vraiment d'ethnopsychiatrie avec tout le dispositif transculturel, etc. C'est pas ce qu'on fait nous dans le dispositif, parce que c'est vraiment les consultations d'ethnopsychiatrie a vraiment une structure avec plusieurs thérapeutes, etc., avec une indication qui est très précise, etc. En revanche, d'avoir ces outils-là, de les avoir observés, d'avoir aussi des notions sur bah, les cultures d'origine, les langues d'origine, les aires géographiques, etc., moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Et puis après, il y a de manière collective, je pense,
D'ailleurs, c'est vraiment un outil de l'ethnopsychiatrie, c'est la décentration, quoi. C'est d'avoir des gens qui sont en mesure de questionner nos propres projections et nos propres représentations pour aller bah, juste montrer une posture d'éveil et d'écoute à la curiosité. Là. Par exemple, je vais citer des exemples qui sont peut-être anecdotiques, mais qui, moi, par exemple, c'est des portes d'entrée. Ah, mais quand on fait ce rêve en dîner, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, ici, par exemple, ce rêve, il voudrait peut-être pouvoir dire ça. Euh, Mm. Vous en pensez quoi? Et en fait, c'est aussi d'aller, et au fur et à mesure aussi de l'expérience et des consultations, bah, il y a aussi des implicites. Euh, donc, on disait tout à l'heure, on a beaucoup de patientes ivoiriennes, ça représente une grosse file active, mais parce qu'il y a aussi cette historique-là. Déjà, autour des mutilations, on a beaucoup de patientes ivoiriennes et guinéennes et qui s'orientent entre elles. Euh, Ça suppose aussi, bah, nous, c'est des partenariats aussi qu'on développe à l'international ou des formations qu'on peut faire, d'avoir aussi des outils de bah, quelles sont les représentations culturelles, religieuses ou traditionnelles dans telle ère, etc., en fonction des patients qu'on reçoit. Donc, c'est une curiosité qu'on a. Moi, je questionne beaucoup les villes, quel quartier, le système familial, etc. Donc, c'est, je pense, une attention que chacune, on a dans nos consultations. Et après, on fait pas semblant. Enfin, déjà, il y a l'implicite de dire, bah, peut-être de montrer qu'on sait quand on a un peu une idée de, OK, qu'est-ce que c'est le Lévirac, quand quelqu'un décède, on peut être amené à devoir épouser le frère, de montrer qu'il y a des implicites qu'on connaît déjà parce qu'on les a déjà entendus. Parfois, c'est rassurant et ça ouvre aussi à d'autres choses. Mais c'est aussi de ne pas faire semblant qu'on connaît quand on ne connaît pas. Enfin, c'est vraiment de poser la question. Je pense qu'au fur et à mesure, on développe en fait des compétences transculturelles sans le savoir, sans forcément les avoir nommées. Euh, on commence à avoir quelques expressions en louchi ivoirien, mais c'est encore au niveau. C'est perfectible. Mais voilà, il y a aussi des implicites comme ça qui sont même des expressions dans le langage. Il y a tout un univers de sens derrière. Et on essaye évidemment de travailler avec les interprètes. Alors, nous, c'est beaucoup d'interprétariat téléphonique, avec l'interprétariat qui est quand même professionnel, de questionner quand on ne sait pas, enfin, de dire qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans tel groupe, etc. Et après, on oriente quand vraiment il y aurait une indication très ethnopsie, on peut orienter bah, à l'ICEM, du coup, en interne vers les consultations ethnopsie. Mais en réalité, c'est très, très rare Mhm. que la question culturelle nous ait vraiment empêché de penser le soin. Alors, c'était plutôt au contraire des éléments de curiosité ou des éléments de levier parfois. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. On a Mhm. rarement fait des orientations ethnopsie. Quasiment jamais. Et voilà, après, c'est des choses qu'on peaufine au fur et à mesure du temps, de comprendre l'univers dans lequel elles peuvent évoluer. Et avec aussi l'autorisation de. Enfin, il y a du métissage, donc il y a des choses qu'elles prennent, il y a des choses qu'elles laissent, il y a des choses qu'elles créent. C'est ça aussi qui est intéressant d'observer, quoi. Ouais, mais c'est intéressant de voir du coup que selon les femmes que vous accompagnez, c'est pas spécialement un frein. Enfin voilà, ouais, c'est super, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une toute dernière question. Désolée pour les frustrations que cela va générer. Est-ce que docteur Cadigna souhaite poser directement sa question? Je suis désolée, je vois pas bien, donc peut-être Marion, si moi. Alors, docteur Cadina, vous pouvez essayer de prendre la parole. Votre micro, normalement, peut être réactivé. Et sinon, bah, peut-être que c'est encore un souci de micro, donc n'hésite pas, Sarah, à peut-être la lire. Et si docteur Cadina, vous arrivez à... Enfin, vous voulez prendre la parole après, n'hésitez pas. Très bien. Alors, la question est, docteur Cadigna, quelle est la procédure médico-judiciaire de prise en charge des personnes qui ont vécu des violences? En France, enfin, du coup, Oui, de- j'imagine. en France, et quel type de violence?
C'est des violences sexuelles, des violences conjugales. Alors, j'ai Si pas vous les avez précisions, malheureusement. ou pas, parce que du coup, c'est un long sujet. Et docteur Cadina, n'hésitez pas dans le chat à préciser votre question. Je pense qu'on peut parler de la prise en charge des mesures, enfin des violences actives Mm. en France. Sur les violences conjugales. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en France, il y a dans chaque département, il y a ce qu'on appelle des unités médico-judiciaires, des UMJ, où on peut aller consulter pour des violences, qu'elles soient des violences conjugales ou des violences sexuelles d'ailleurs, euh, pour notamment bénéficier d'un examen médico-légal, donc par un médecin qui peut, euh, qui peut être amené à retracer par exemple les cicatrices, etc., mais aussi par un ou une psychologue euh, pour tout ce qui est certificat de retentissement psychique. Donc après, quand il y a des violences conjugales actuelles, toute la question, c'est qu'il y a des UMJ pour l'instant, des unités médico-judiciaires, qui le font sans réquisition et d'autres sur réquisition donc via le commissariat. Donc ça suppose d'avoir déjà une démarche de plainte. Ça, c'est sur la partie médico-légale un peu. Et après, sur la partie juridique au long terme, c'est une très très vaste question. Donc c'est un peu dur de répondre de manière ciblée. On a deux outils quand même Enfin, on a deux outils, on a plusieurs outils, mais on a des outils qu'on utilise beaucoup, nous, dans notre contexte. C'est premièrement d'essayer de travailler avec le commissariat, notamment parce qu'il y a souvent un intervenant social ou une psychologue dans les commissariats qui parfois sont des bons relais, en fait, quand les personnes ne sont pas encore en mesure de porter plainte ou n'arrivent pas à se représenter le danger, par exemple, donc de passer par l'intervenante sociale du commissariat. Donc, on a récupéré des listes, on a essayé de cartographier ça comme on pouvait sur nos secteurs. Et les signalements, parfois la nécessité de faire des signalements directement au procureur pour des personnes vulnérables et de solliciter des ordonnances de protection quand le danger il est trop fort, qui peuvent être en dehors même d'un système de plainte, quoi. On peut demander une ordonnance de protection même si on n'a pas déposé plainte. Euh, pour l'instant, alors l'avantage d'avoir une équipe comme ça plurielle, c'est que chacun peut aussi appuyer ce dossier. On a aussi une juriste qui peut appuyer ce dossier-là, donc c'est facilitant. Mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe avec ordonnance de protection et mesures d'éloignement qui sont renouvelables, qui durent 6 mois et qui sont renouvelables. Voilà ce qu'on peut dire. Juste dire un mot, pas plus dans le champ médico-judiciaire de l'excision. En France, l'excision est un crime, mais elle est punie par 150 000 euros d'amende et 15 ans de réclusion criminelle. Et il peut y avoir des signalements qui sont faits, même si l'excision a lieu à l'étranger, pour des enfants français. Donc il y a un gros axe de travail pour nous de prévention, pour les professionnels de santé qui voient les familles qui partent en voyage, d'identifier s'il y a un risque d'excision pour un enfant, auquel cas on peut faire un signalement, et ce signalement permettra que la famille soit reçue par les instances d'autorité française pour prévenir que si l'enfant revient excisé, la peine peut s'appliquer aux parents. Et dans ces situations-là qui sont faites très exceptionnellement malheureusement en France, les enfants reviennent non excisés, donc la mesure de signalement, c'est aussi un axe important de la protection des enfants en France contre l'excision. Ce que je peux rajouter sur enfin, la procédure médico-judiciaire, c'est que, un peu quel que soit son contexte d'intervention, parce que du coup, je n'arrive pas à situer forcément la question précise, mais c'est l'importance des écrits, quoi. Enfin, on le redit à chaque fois, mais que ce soit médical, psychologue, etc., c'est que il y a des écrits qui sauvent des vies. Donc parfois, c'est pas forcément de sortir de son cadre, mais au contraire, ça peut être aussi un outil de soin quand il y a du danger. Enfin, en fait, il y a réellement des écrits qui signalent ce danger. Il y a des chemins qui existent, quoi. Euh, voilà, transposable ou non selon le contexte, j'entends bien. Euh, mais que, en tout cas, de penser le danger et le caractère imminent de certaines violences ne doit pas nous empêcher de penser
de faire l'économie de ça, quoi. Il y a vraiment des certificats et des attestations qui, même si elles sont peut-être mal faites ou maladroites ou qu'on s'expose un petit peu, bah, en réalité, sont essentielles. Le docteur Cadina est parti, alors il est là, mais il n'a pas parlé. Merci beaucoup. On a pu profiter des éléments de réponse apportés à sa question. Voilà, bah, je crois qu'on arrive au terme de cet échange. Parfaite sur le timing, donc c'est top. Merci beaucoup. Euh, je voulais donc à nouveau remercier toutes les personnes qui nous ont suivis. L'idée est bien de réfléchir ensemble et de questionner ces liens entre féminisme et santé. Et pour ça, merci beaucoup aussi à toutes les personnes qui ont posé des questions sur le chat ou qui ont voilà, apporté leur retour. Ça vient vraiment enrichir la discussion. Peut-être un point de rappel, une synthèse de ces échanges sera disponible d'ici quelques temps sur le site d'Equipop. Vous voyez, je parle ni en jour, ni en semaine, ni en mois, mais ça, ça devrait arriver. Euh, et j'en profite aussi pour vous inviter toutes et tous à deux prochains événements. Alors, le premier, c'est très bientôt. Ce sera le 11 juillet. Il s'agit du prochain rendez-vous de sororité francophone, qui est aussi un événement, un cycle de réflexion euh, organisé par Equipop et qui portera sur le droit à l'avortement. Et il viendra questionner les approches féministes et intersectionnelles. Cet événement, il aura lieu à 17h GMT, donc heure Sénégal, je pense 19h France, euh, en ligne. Et je crois qu'on a le lien que l'on partage dans le chat. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Et ensuite, on a la prochaine édition de ce cycle Féminisme et Santé qui se tiendra au dernier trimestre 2024. Vous recevrez toutes et tous les infos pour y participer et vous inscrire. Voilà, thématique restant ouverte pour l'instant, je ne peux rien vous en dire d'autre. Je ne sais pas si Claire ou Ornella, vous souhaitez ajouter un dernier petit mot avant lors cet échange. Bah, vous remercier, déjà remercier Kipop de nous avoir invités. C'est riche pour nous et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, de pouvoir partager notre expérience et la confronter aussi à d'autres contextes. Merci beaucoup pour ça. Merci d'avoir participé et posé les questions aussi. Merci. Et ben, sur ce, euh, un grand merci à toutes les deux, Claire, Ornella, et puis bah, voilà, j'avais encore plein de questions, donc j'espère qu'on se reverra bientôt à Paris ou Yaoundé ou Dakar ou que sais-je. Et voilà. Et encore merci à toutes et tous. Et je vous invite à reprendre vos activités et surtout à continuer la lutte parce que ça n'est pas terminé, loin de là. Voilà. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.